Bien, bonjour. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Voilà, nous sommes Maïté, qui est ma belle-sœur, et moi-même, devant vous, parce que nous avons effectivement écrit un livre ensemble. C'est surtout Maïté, parce que moi je ne suis pas réfugié espagnol, donc par conséquent je n'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Alors, effectivement, elle est née en 1937, sous les bombes italiennes, alors qu'elle était à Barcelone. Elle a fait les camps, excuse-moi, je les appelle camps de concentration, parce qu'ils s'appelaient à l'époque camps de concentration, d'Argelès, Saint-Cyprien, puis ensuite Rennes, ils sont partis à Rennes, de Rennes à Arandon, à côté de Grenoble. C'est toute une histoire extraordinaire, parce que je ne vais pas tout vous raconter le livre, parce que ce serait dommage. C'est à vous de le découvrir, c'est à vous de... Mais c'est une histoire, j'allais dire, banale, que peut-être beaucoup d'entre vous ont vécu aussi, qui raconte une histoire, l'histoire de deux personnes, José González Suárez, qui est né en Argentine, à Buenos Aires, et qui, un jour, est revenu en Espagne, et là, il s'est mis à fréquenter il était à Trubia, dans les Asturies, et il a commencé à fréquenter des amis qui étaient là, et qui étaient des républicains, notamment anarchistes, et petit à petit, il a été impliqué dans la première bataille, qui a été les mineurs de Mieres, qui s'étaient révoltés. C'est la première bataille, la bataille de 1934, où il a failli disparaître. Il a été fait prisonnier, etc. Puis ensuite, il y a eu le Frente Popular de février 1936, que vous connaissez tous, qui a déclenché par la suite, vous le savez, le putsch des franquistes qui étaient au Maroc et qui, par conséquent, la suite, vous la connaissez, c'est toute la guerre. Alors, José González, qui est donc le père de Maïté, Maria Teresa, et qui, par conséquent, s'est battu dans tout cela. Il a été ensuite dans l'armée républicaine espagnole teniente. Il s'est marié avec une Asturienne qui était ta mère, Pasita, on l'appelait Paz. C'est un nom qui est très symbolique parce que ça veut dire paix. Alors ça montre bien que ces personnes étaient quand même profondément attachées à la paix avant tout. Et donc Pasita se marie avec José, et à partir de là, ils vont se séparer. Lui, il va aller se battre. Il va aller se battre pour essayer d'empêcher les franquistes de conquérir le nord, toute la Cantabrique. Et elle, par contre, avec la mère de José, qui était donc revenue d'Argentine, vont partir vers Barcelone. Parce qu'ils pensaient qu'à Barcelone, ce serait plus sécurisé qu'à Oviedo ou à Gijón, notamment en Espagne. Et à partir de là, pendant 2-3 ans, ils ne se sont plus vus. Ils ne savaient plus qui était où. D'ailleurs, quand Maria Teresa est née, José, lui, il s'était battu à El Masuco, à la bataille de l'Èbre, en Aragon, etc. Et il est fait prisonnier, d'ailleurs, à la bataille de l'Èbre, parce que les républicains arrivent à gagner, franchissent l'Èbre, et ensuite ils reculent, et il s'est passé comme dans toutes les retraites, malheureusement les ponts ont été coupés pour empêcher les franquistes d'aller plus loin, mais il est resté toute une série de soldats républicains qui ont été faits prisonniers par conséquent par les franquistes. Là il a failli mourir, il a failli être fusillé, c'est un miracle, il s'en est sorti, et il se retrouve à la prison de San Cristóbal, à Pampelune, terrible prison, dont il s'évade. Il arrive à franchir la frontière française, il est emprisonné bien sûr par les Français dans le camp de concentration de Gurs, et là il s'évade de Gurs en prenant les papiers d'un républicain qui était décédé, et il se retrouve dans la résistance française par conséquent. Et ce n'est que par la Croix-Rouge qui finit par savoir que son épouse a une petite fille qu'il ne connaît pas. Il essaye d'aller les rejoindre, malheureusement
les gendarmes français le reprennent, l'emprisonnent à Agde, et pendant ce temps-là, Maria Teresa et sa maman, Pasita, sont envoyés à Arandon chez un bon Français qui faisait des pantalons, des uniformes pour les Allemands. Je n'ai pas besoin de vous dire que Passe n'était pas très contente, mais il fallait bien survivre. Et c'est dans ce contexte-là que José finit par faire des papiers pour partir, non pas en Argentine, parce que l'Argentine avait refusé de prendre des réfugiés espagnols, mais le Mexique, lui, était très favorable. Le Mexique a beaucoup aidé les républicains. Et ils font des papiers pour aller au Mexique. Il va chercher son épouse et il découvre sa fille. Ils arrivent à 7. Ils doivent prendre un bateau qui doit les amener au Mexique. Et là, devinez ce qui se passe. Le bateau est coulé par les Allemands. Résultat, ils sont coincés. Et c'est dans ces conditions qu'ils vont finir par se retrouver à Casseneuil, dans le Lot-et-Garonne, puis à Villeneuve-sur-Lot. Voilà l'histoire. Et à Villeneuve-sur-Lot, il y a la naissance de la sœur de Maria Teresa, qui s'appelle Janine, qui est mon épouse, qui est l'enfant de la paix, alors que Maria Teresa, elle, ça a été l'enfant de la guerre. Alors c'est une histoire, j'allais dire comme celle que vous avez peut-être les uns ou les autres vécue, parce que je crois que ça a été malheureusement le sort de beaucoup de personnes, et ça a été terrible. Moi qui ne connaissais pas tout cela, j'ai cherché, on a travaillé ensemble pour retrouver, on a vu ce qui s'était passé à Argelès, ce qui s'était passé à Saint-Cyprien, etc. Tout à l'heure j'ai écouté ton débat, mon cher confrère, sur l'histoire des camps de concentration, mais le camp de concentration d'Auschwitz, les nazis commençaient par liquider tous les gens qu'ils considéraient comme faibles, et ensuite, il y avait ceux qui mouraient, tout simplement du typhus ou de tas de maladies, tout simplement de malnutrition. Or, c'est ce qui s'est passé quand même, y compris à Argelès, y compris à Saint-Cyprien et dans les autres camps. Beaucoup d'Espagnols sont décédés parce qu'on les avait mis là sur la plage, sans toilette, sans rien du tout. Et c'est eux-mêmes qui se construisaient leur petite cabane pour essayer de survivre et de résister par conséquent à ce qui se passait. Il y avait des maladies aussi, il y a eu des morts là aussi, etc. Donc moi, ça ne me dérange pas qu'on appelle ça des camps de concentration, et je ne vous cache pas que les Français, qui sont toujours très fiers de dire qu'ils sont le pays des droits de l'homme, etc., ben, à mon avis, ils n'ont pas été tout à fait à la hauteur de leurs prétentions. J'ajoute, c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même Pétain, qui ensuite, et toute sa clique, qui était bien entendu à la tête de l'État français. Ce n'était pas à la République. Voilà, l'histoire rapidement faite. Alors je vous rassure, on a fait ce livre davantage pour la famille, pour les enfants, pour les petits-enfants, qui ne connaissent pas tout ça, ils n'ont jamais vécu tout ça. Et effectivement, ils sont très contents de savoir comment leur grand-père, leur arrière-grand-mère avait passé par tel ou tel problème. Voilà comment le livre a voulu te faire. Et puis, on nous a dit, mais envoyez-le à un éditeur, et c'est comme ça qu'on est allé chez Baudelaire. Baudelaire Hachette, qui nous l'a édité. Le but de l'opération, c'était tout simplement de faire vivre des mémoires pour que l'histoire, par conséquent, retienne la vérité sur ce qui s'est passé. Voilà, mesdames et messieurs, rapidement expliquer ça à vous, si ça vous intéresse de lire ça, vous verrez. Vous aurez peut-être des souvenirs qui coïncideront avec ceux que Passe et José ont vécu pendant cette terrible période. Merci. Bonjour tout le monde. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir. Et nous vous en remercions donc tous les deux. Ce livre, pourquoi nous l'avons écrit? Pour rendre hommage à mes parents. Mes parents qui ont eu une vie hors norme, comme beaucoup de personnes à cette époque-là. Et j'ai tenu à ce que le sous-titre figure, et ce sous-titre, c'est des mémoires qui vivent. Et je remercie vraiment des associations comme les vôtres qui participent à ce devoir de mémoire.
dans votre discours, Monsieur le Président, il y a des mots qui ont jalonné votre discours et qui se retrouvent absolument dans le livre. Et avec tout le Argelès, Saint-Cyprien, etc. Mais vous avez parlé d'une association qui s'appelle Caminar. Caminar, qui a l'air d'être très active, et je m'en réjouis pour les valeurs qu'elle défend. Mais pour moi, je vais appeler Caminar l'antidote du poison qui est le livre qui s'appelle El Camino de Berenguer, qui est le fondateur de l'Opus Dei en Espagne. L'Opus Dei en Espagne est une organisation assimilée à une secte. J'ai fait un travail là-dessus à partir d'ouvrages de journalistes anglais, même de journalistes du Figaro, donc pour être le plus objectif possible. On parlait de Voss et des signes fascistes qui reviennent actuellement en Espagne, mais s'ils sont là, c'est grâce à cette organisation terrible qu'est l'Opus Dei. Je voudrais donc en revenir maintenant à notre ouvrage, écrit tous les deux. Gérard, en tant qu'avocat, donc passionné d'histoire, a pris en main dans le livre le contexte historique de l'histoire de mes parents. Alors, il fait démarrer cette histoire, il développe beaucoup ce qui s'est passé pendant la Seconde République. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu montrer comment s'est forgée la conscience politique de mon père. Venant d'Argentine, mais ayant été élevé à Trubia, la banlieue d'Oviedo, dans les Asturies, où il y avait une école militaire. Et mon père a fait ses études dans cette école militaire. Et donc, il a commencé à forger cette forme de militantisme chez mon père, qui a fini par être anarchiste. Il appartenait à la CNT. Exactement. Voilà. Et comment il est arrivé donc à avoir cette conscience politique. Donc elle est exprimée dans tout le contexte politique de la Deuxième République espagnole, où figurent bien sûr Manuel Azaña et d'autres. Manuel Azaña, j'ai assisté cette année à l'inauguration d'une stèle à Pilat-sur-Mer, sur le bassin d'Arcachon, et qui se trouve très près de notre maison au Pilat. Et j'étais très émue de voir tous ces drapeaux de la République, de la Deuxième République espagnole, qui est un peu différent du drapeau actuel. Et j'ai discuté avec le consul qui est représenté le consul à Toulouse, de ce drapeau. Et en tant que diplomate et langue de bois, il nous a bien dit que c'était un drapeau, le drapeau espagnol existait toujours, mais qu'on y avait ajouté, qu'il y avait le drapeau espagnol et que le drapeau officiel, c'était le drapeau symbolique. Alors, vous voyez un petit peu l'hypocrisie derrière ces termes-là. Donc, si vous pouvez passer, vous parliez
Rally, mais c'est hors Lot-et-Garonne. Mais vous verrez, il y a la maison, la villa où est arrivé Manuel Azaña avec toute son équipe et sa famille. C'est une maison imposante qui est maintenant transformée en appartement et en bordure bien sûr du bassin. Pour en revenir donc au livre, ces mémoires qui vivent, donc c'est un hommage aux parents, c'est un hommage à notre passion de la République espagnole. Mon père était très attaché avec ce concept de République espagnole, mais ma mère surtout était une passionnée de la République espagnole. Et elle nous montrait souvent, lors de l'évocation de leurs souvenirs, les affiches qui étaient présentes pendant la Seconde République, des affiches publicitaires qui montraient l'égalité des femmes au travail. Ainsi, on voit une femme avec un marteau et une clé réparer une voiture, par exemple. Vous voyez déjà, elle défendait l'égalité des droits des femmes. Et ça a toujours été, maman a toujours été passionnée de liberté et d'égalité et de solidarité. Elle a traversé ces périodes difficiles vraiment avec un courage exemplaire. Les chemins de mon père et de ma mère ne se sont rejoints qu'au bout de 3 ans de périple. De périple depuis le départ de Barcelone, depuis le départ d'Oviedo, ensuite depuis le départ de Barcelone, où je suis née sous les bombardements italiens qui préfiguraient déjà la Seconde Guerre mondiale, comme les bombardements de Guernica, qui étaient des terrains d'essai des avions allemands. Et nous avons, mon père se battait sur tous les fronts de combat, depuis Oviedo, qu'il a essayé d'arracher aux franquistes, jusqu'à la bataille de l'Ebro. Et ensuite, bon, on connaît la suite, les franquistes ont fait le coup d'État et ont entraîné l'Espagne dans une guerre civile. Et une guerre civile, je peux dire que c'est une guerre barbare. Elle sépare les familles, elle sépare le pays. Et il y a ceux qui sont privilégiés par l'histoire et les abandonnés de l'histoire suivant le camp que l'on a choisi. Et maman a fait, c'était après les bombardements de Barcelone, bon, toute l'Espagne sauf Madrid avait résisté. Il n'y avait que Madrid qui avait résisté, excusez-moi. Donc il n'y avait plus qu'une issue pour ma mère et ma grand-mère. Ma grand-mère qui a vécu l'épopée des camps de concentration et qui a été très importante pour moi. Parce que ma mère était dans la survie et ma grand-mère, c'était tout l'amour qu'elle avait pour moi. Et on est arrivé en France dans des conditions que tout le monde connaît. On est d'abord allé à Argelès-sur-Mer, puis ensuite Saint-Cyprien, et que j'appelle moi aussi des camps de concentration, ce qui me rappelle une discussion familiale où on disait que c'était des camps d'accueil et pas des camps de concentration, parce qu'on les assimilait, comme vous l'avez
avez bien dit, au camp de concentration allemand pour les Juifs. Mais c'était toujours des camps de concentration, puisque lorsque les Espagnols arrivaient, on les concentrait derrière des barbelés. Et j'ai encore à la maison un barbelé de la plage de Saint-Cyprien, où il y a eu une tempête énorme, comme celle qui s'est déclenchée avec la tempête Gloria, là dernièrement. Toutes les cabanes qui avaient été construites par les réfugiés ont été emportées par la tempête. Et le petit garçon qui avait le même âge que moi, qui était dans la même cabane que maman, ma grand-mère et moi, a été emporté cette nuit-là par la tempête. Ça, c'est une des péripéties. Mais tout au long du livre, si vous le lisez, vous suivrez donc toutes ces péripéties avant la retirada, mais aussi après la retirada. Parce que vous verrez que le hasard, c'est surtout le hasard, a conduit mes parents sur Villeneuve-sur-Lot. Après notre départ raté pour le Mexique. On nous s'est retrouvés dans une gare où on sélectionnait les gens pour les placer en France suivant leurs compétences professionnelles. Et papa, qui était lieutenant et qui avait travaillé dans une usine militaire, eh bien, on lui a dit, toi, tu iras à la poudrerie de Casseneuil. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à Casseneuil et que nous nous sommes retrouvés dans le centre d'accueil de Villeneuve-sur-Lot. Alors, à Villeneuve-sur-Lot, nous avons eu la chance de rencontrer l'amie la femme du meilleur ami de mon père. Et c'est elle qui nous a aidés à trouver un logement et à vivre à Villeneuve. Donc, à Villeneuve, vous avez tout le récit d'exilés espagnols, la façon dont ils se sont intégrés aux valeurs républicaines françaises et la façon dont nous avons découvert Villeneuve. Donc nous parlons beaucoup de Villeneuve. Et je parle aussi dans ce livre de Madame Claire Alvarez, que vous connaissez peut-être, et qui était donc, qui était un peu plus âgée, mais c'était la fille de cette amie qui nous a trouvé le logement à Villeneuve. Et avec elle, j'ai partagé des moments inoubliables de douleur, mais aussi de bonheur. Et dans ce livre, j'essaie d'expliquer aussi comment nous étions accueillis en France par les gendarmes. Les gendarmes venaient une fois par semaine à la maison voir si mes parents n'avaient pas d'activité politique. Et moi, j'en avais tellement peur que je me cachais sous la table pour ne pas les voir. Et ça a continué comme ça. Et quand j'ai eu l'âge de 16 ans, mes parents voulaient absolument que je connaisse ma famille qui était restée en Espagne. Et avec le passeport argentin, parce que papa étant né à Buenos Aires, il avait le passeport argentin. Ça l'a beaucoup aidé aussi dans son périple. Et à moi, ça m'a permis d'aller donc connaître ma famille en Espagne. J'avais 16 ans, en plein franquisme. Et tous les jours, chez ma tante, il y avait la Guardia Civile qui venait voir ce que je faisais et qui me suivait à la trace du matin au soir.
à 16 ans, ça marque quand même les esprits. Et donc notre histoire s'est terminée à Villeneuve, une ville que j'aime beaucoup. Je vis maintenant en Marmande pour des raisons familiales aussi, mais je suis toujours heureuse de venir à Villeneuve, surtout pour parler de l'histoire de mes parents qui se passe à Villeneuve aussi. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi, le livre a un gros défaut, une grosse erreur. Nous disons avec Maïté, à la fin du livre, nous évoquons la situation actuelle de l'Espagne, nous expliquons que, effectivement, les franquistes, toujours vivants, allaient au fameux Valle de los Caídos. Et nous disons dans le livre, il faut sortir Franco de ce lieu. Nous le disons. Et, excusez-moi, c'est peut-être grâce à ce livre, j'en sais rien, mais ils l'ont sorti. Je ris quand je dis ça, bien entendu. Mais ça veut dire que si vous lisez le livre, ne vous inquiétez pas, on est en retard par rapport à l'histoire qui nous a dépassé, puisqu'on a... Par contre, j'ai cru comprendre que Primo de Rivera, il y était toujours. Bon, et se pose un vrai problème. Qu'est-ce qu'il faut faire de ce lieu? Qu'est-ce qu'il faut faire de ce lieu? Alors le PP s'en sortait toujours en disant, mais c'est un lieu qui appartient à l'Église. Alors si ça appartient à l'Église, c'est à l'Église de dire ce qu'il faut en faire. Bon, c'était une façon de taper en touche, comme on dit. Mais aujourd'hui, beaucoup se posent la question, parce qu'il y a aussi des républicains qui sont atterrés, notamment ceux qui ont travaillé là, comme des esclaves, pour construire des lieux. Alors le problème, alors certains disent, bon allez, on va en faire un lieu de réconciliation, et d'autres qui disent, non, pas question. Moi, je vous avoue que je suis choqué quand je sais que des pèlerinages se font encore aujourd'hui sur ce lieu, avec tous les groupes, pas seulement fascistes, mais néo-nazis, qui viennent sur les lieux. J'ai des photos où on les voit devant ce qu'était la tombe de Franco, bien entendu, avec le bras levé, etc. Donc ce lieu est quand même, qu'on le veuille ou non, marqué par l'opprobre que nous avons vis-à-vis de ces gens-là. Et vous avez parlé de Vos tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est quand même inquiétant de voir la façon dont Vos se développe effectivement en Espagne. Très inquiétant. Et l'Église, je ne dis pas ça par anticléricalisme, je pense que tout le monde a le droit d'avoir sa religion et ses convictions, mais l'Église espagnole est l'Église la plus réactionnaire du monde. Et la Pologne suit le même chemin, tout à fait. Mais franchement, moi je suis allé en Espagne à plusieurs reprises, et j'ai même présidé, en tant que parlementaire, puisque j'étais député, le groupe parlementaire France-Espagne. Ce qui m'a valu même le bonheur, ou l'horreur, de déjeuner avec le roi et la reine. Passons, c'était à l'époque d'un voyage que le président de la République française, M. Chirac, avait organisé, et bien entendu, j'avais été invité. Et je peux vous dire que l'Église joue un rôle, même encore aujourd'hui, c'est du national-catholicisme. C'est de la folie. De la folie. C'est incroyable, le rôle que l'Église a pu jouer en Espagne. Et continue encore à jouer aujourd'hui. Il y a même, dans le livre, vous verrez, mon beau-père me l'avait dit, à un moment donné, les prisonniers arrivaient, et c'était les évêques qui disaient, celui-là on le fusille, celui-là on le fusille, celui-là on le fusille. Excusez-moi, ça n'a rien à voir avec ce que Jésus a pu raconter ou a pu dire, c'est vraiment le contraire même de l'enseignement du christianisme. Et c'est comme ça. Il y a même à un moment donné des prêtres basques qui ont été fusillés par les franquistes. Et bien entendu, il y a un évêque, je crois que c'était celui de Pamplune, qui avait protesté. Il s'est fait injurier par tous les autres évêques, par conséquent, qu'il y avait en Espagne, en disant, mais de quoi tu te mets, tu n'as rien à dire, ces gens-là, de toute façon, sont allés avec les républicains, donc par conséquent, sont allés avec le diable, donc il fallait s'en débarrasser. Non, c'est l'Église espagnole est vraiment, quelque part, un problème. Et alors, nous disons, à la fin du livre, qu'il y a toujours un problème aujourd'hui. On essaye aujourd'hui de découvrir des fosses communes pour retrouver, grâce à l'ADN,
on retrouve des parents, etc. Mais ce n'est pas fini. Une page n'a pas été tournée. Une page n'a pas été tournée. Je crois que l'Espagne n'a pas totalement digéré cette affaire. Donc ça va, à mon avis, dans les années qui viennent, continuer à poser problème. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la guerre civile espagnole, 1934, 1936, 1939, pour moi, ça a été le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est là que la Deuxième Guerre mondiale a commencé. Je vais régulièrement à Oviedo et à Gijón, et avec ma sœur d'ailleurs, il nous reste très peu de famille, de 3 cousines, mais nous avons toujours la joie de les retrouver et la joie de revenir à notre berceau familial. Et je rencontre des femmes bien engagées, des jeunes femmes qui sont bien engagées dans la vie de tous les jours pour défendre la laïcité. Parler de laïcité en Espagne, vous savez que c'est presque un parjure. Eh bien, elles se battent pour la laïcité, elles se battent contre les violences faites aux femmes, et je crois que là, elles ont même une avance sur nous. Elles se battent pour l'égalité des droits des femmes, et je les trouve très courageuses, et bien sûr, quand je suis avec elles, je ne peux que les encourager à poursuivre. Mais ça va être... alors ces femmes, ce sont des femmes jeunes qui ont une profession. Il y a beaucoup d'avocates, par exemple, ici. Il y a beaucoup de juristes, il y a beaucoup d'enseignantes qui dédient leur temps de loisir à défendre ces valeurs-là, ces valeurs qui nous réunissent tous. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que nous voulions aussi vous montrer notre attachement à cette République espagnole.